Manchester Unité 30 fut l'âme due un festival offensif, assurément. Une épreuve pour le tueur des supportés. Sans aucun doute. Mais au-delà du scénario, retenons l'essentiel, c'est une victoire capitale. 3 matchs sous l'ère Michael Carrick. 3 succès de rang. Sentez vous ce vent de changement. On entend beaucoup parler du fameux A de Manchester Unité ou du retour du Fergie Team, cette résilience, cette capacité presque génétique à renverser des situations compromises qui coulent dans les veines d'Old Trafford. Je vous l'accorde, cet état d'esprit conquérant elle est bien de retour. Mais, ne laissez pas l'émotion obscurcir votre analyse. Là ne suffit pas à garantir la pérennité des résultats, c'est la rigueur de l'organisation tactique qui dicte sa loi sur le long terme. Prenons un peu de hauteur. Le faux pas d'Aston Villa change la donne. L'écart n'est plus que de 5 points. 5 points c'est infime. L'objectif ne se limite plus à une simple course-poursuite. La porte du top car, voire celle du podium, est désormais grande ouverte pour les Red Devils. Cependant, les vraies questions doivent être posées. Pourquoi Unité 16 est-il retrouvé contraint de courir après le score? À quel moment, précisons, il perdut la maîtrise des espaces sur les 2 buts encaissés? Et plus important encore, comment Carrick a-t-il ajusté ses circuits de relance pour réussir à faire sauter le verrou de Fulham dans les derniers instants? Trêve de bavardage. Êtes-vous prêts? C'est parti pour l'analyse. Parlons d'abord de l'approche psychologique. Après les coups d'éclat face à Arsenal et Manchester City, nous avons abordé cette rencontre dans la peau du favori. Et c'est paradoxalement ce qui nous effrayait le plus. C'était le véritable crash T pour Michael Carrick et il capable de dicter le jeu ou n'est il qu'un expert du contre. L'approche tactique a changé du tout au tout. Fini le bloc bas discipliné qui a écœuré City. Le staff a tenté un coup de poker, un pressing haut et agressif dès la moitié de terrain adverse. L'objectif était clair, étouffé Fulham. Sur le papier, une unité s'articulait autour d'un hybride entre le 4, Tom et le losange. Bruno Fernandes jouait très haut, tandis que Kobe Mainoo avait pour consigne de chasser le porteur du ballon plutôt que de tenir sa zone, le tout avec un marquage individuel strict. Séduisant en théorie, Petre, mais sur le pré, j'ai surtout vu un certain chaos positionnel. Pourquoi ce système a-t-il toussé? La réponse tient en un mot, la surcharge. Prenez le cas de Casemiro. Dans ce système de pressing haut, il doit sortir pour coller à son à vie. Soyons honnêtes, ses jambes ne lui permettent plus de couvrir autant de terrain à haute intensité. Quand il sort à contre, tant pour presser, c'est un boulevard qui s'ouvre dans son dos. En jargon tactique, on appelle cela une rupture des lignes. Le lien entre le milieu et la défense est rompu. La conséquence. Kobe Mainoo est sacrifié. Avec un Casemiro hors de position, le jeune milieu se retrouve en infériorité numérique au cœur du jeu, devant gérer simultanément Alex Iwobi et Sandberg. Une mission suicide. Sandberg sait se régaler. Il recevait le ballon dans l'interligne comme s'il était à l'entraînement, dictant le tempo à sa guise. C'est ce qui explique pourquoi la possession s'est équilibrée. L'effet domino a ensuite touché l'arrière. Garde, Fulham a parfaitement exploité la rigidité de notre marquage individuel. Harry Wilson sont décrochés souvent comme un faux numéro na. Et comme unité suivait à la culotte, nos latéraux, comme Luke Shaw ou Ahmad, se faisaient aspirer loin de leur zone confort. La structure défensive s'est totalement disloquée. Imaginez la scène Maguire et Martinet, des axiaux faits pour le duel dans la surface, forcés de s'excentrer pour les couloirs abandonnés par les latéraux. Un cauchemar pour Maguire, exposé dans de grands espaces où son déficit de vitesse est criant. Le résultat, Fulham a cassé le pressa avec une facilité déconcertante. Ils ont remonté le ballon sans entrave majeure. Le penalty concédé par Gimné ou l'égalisation ne sont pas des accidents, mais la conséquence logique d'un bloqué tiré jusqu'au point de rupture, surtout lors des 10 dernières minutes, où notre repli s'apparentait plus à de la panique passive que la maîtrise défensive affichée contre City. Ce sont 2 scénarios bien distincts. Carrick voulait le contrôle, mais paradoxalement, cette volonté de presser haut nous a empêché d'imposer notre jeu. Mais voilà la marque d'un grand staff, le refus de l'entêtement. Sur le banc, Carrick et son adjoint Stovolan ont vite diagnostiqué le problème. Le système prenait l'eau par rapport au plan initial. Une nouvelle consigne a été donnée, très ferme. Unité a abandonné le pari du marquage individuel pour revenir à des bases plus sûres. L'équipe a reçu l'ordre de reculer et de reformer un bloc bas compact en 4-4-2. Pourquoi ce choix selon vous? Parce que si vous ne pouvez pas récupérer le ballon haut, la priorité absolue est la compacité. Ce réajustement était vital. En redescendant, Unité a fermé les intervalles où Sandberg régnait. Fulham avait le ballon, certes, mais c'était une possession stérile. Il ne trouvait plus de solution pour pénétrer. Unité a repris le contrôle du match, non pas par le ballon, mais par la maîtrise de l'espace. Cependant, la tactique n'est qu'en cadre. Qu'est-ce qui a évité le naufrage avant que ces ajustements ne portent leurs fruits? 2 facteurs nous ont sauvés. Premièrement, le volume de jeu, mais avec une structure défaillante, les joueurs ont couru pour compenser les brèches. Cette débauche d'énergie, palpable à l'écran, a servi de ciment pour éviter l'effondrement total du système. Deuxièmement, et c'est le plus important, la défense de la surface. Quand le premier rideau défensif cédait, il nous restait des guerriers dans les 16 mètres.
Regardez Casemiro et Maguire. Un jour où le milieu prenait l'eau, ils ont transformé notre surface de réparation en forteresse. Ils se sont jetés, ont contré, ont dégagé. Cette capacité à savoir souffrir dans les temps faibles a été le socle de notre victoire finale. Maintenant que l'hémorragie défensive est stoppée, comment porter le coup de grâce? C'est là qu'entrent en scène les éclairs de génie dont nous allons parler tout de suite. Mais le football ne se résume pas à savoir faire le dos rond. Pour passer 3 buts à Fulham, Unité déployait une animation offensive d'une efficacité redoutable. Observez leur phase de construction. En possession du ballon, Unité délaisse la ligne de 4. Diogo Dalot rentre à l'intérieur du jeu pour se positionner comme un 3e défenseur central. Cela forme un bloc entre deux très solides à la relance. En tant qu'observateur, je trouve cela fascinant. Ce n'est pas une première. J'avais déjà noté cette configuration contre Arsenal, mais c'était alors dans une optique défensive. Carrick a mis en place ce que j'appelle un stratagème de leurre et de renversement. Regardez Luke Shaw, il monte très haut dans son couloir gauche. Ce mouvement force tout le bloc de Fulham à basculer pour compenser la surcharge numérique sur ce côté. C'est le fameux leurre. Dès que l'adversaire mord à hameçon, Kobbie Mainoo déclenche instantanément une transversale diagonale meurtrière vers l'aile droite. Là-bas, Amad Diallo attend, prêt à jouer l'un contre un. Un gaucher soyeux lancé dans un océan d'espace. Ou, plus audacieux encore, ce sont les longues ouvertures du pied gauche magique de Lisandro Martinez qui lance Mbeumo dans la profondeur. Ce n'est pas la première fois que vous voyez ça, mais ce pas, n'oubliez pas, depuis son retour, Lisandro Martinez est le joueur de Unité qui tente le plus de jeux longues. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question. Pourquoi est ce choc qui monte et non Dalot? Jetez un œil au graphique des offensives de Fulham et vous aurez la réponse. 50% de leurs attaques en première période venaient de leur côté gauche. Cela a contraint Dalot à rester bas. Sans compter que les buts de Fulham sont tous venus de ce même flanc gauche. Et d'où viennent les buts de Manchester Unité, le premier? Il naît précisément de cette combinaison sur l'aile droite entre Ama et Dalot. Matekuna obtient la faute et, sur le coup franc de Bruno, Casemiro ouvre le score. Un but sur phase arrêtée, certes, mais généré par une structure de jeu placée cohérente. Le deuxième, c'est un chef-d'œuvre de contre-pressin. Dès la perte de balle, Bruno et Ama harcèlent l'adversaire, étouffent la relance et récupèrent la possession immédiatement. Et regardez Casemiro. Une passe aveugle qui déchire la défense. C'est la classe mondiale. En revoyant la action, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Que fait Kuna? Il ne reste pas statique. Il plonge dans le demi-espace pour finir avec sang-froid, une connexion U100% brésilienne. Point précieux, et le but du KO, d'une importance capitale, un pressin à haute intensité dès l'engagement. Mais surtout, parlons de Bruno Fernandes. Quelqu'un n'a suggéré de le vendre, c'est de la folie pure. C'est l'éclair de génie. La conservation, la vision et la passe décisive pour la finition clinique de Sesco. C'est l'alliance parfaite. Un système qui crée des opportunités et des stars qui savent plier le match. C'est la différence majeure entre le Unité d'aujourd'hui et celui d'il y a 2 mois, Alec. Nous encaissions souvent en seconde période avant de laisser filer des points précieux. Cependant, on ne peut pas ignorer les 10 dernières minutes. Un véritable chaos. Pourquoi les filets de l'amant ont-ils tremblé une seconde fois? Rembobinons sur le but de Quevin. Ce n'est pas juste une belle frappe lointaine. C'est l'effondrement de la structure défensive côté droit. Regardez le positionnement d'Amad Diallo et de Mazraoui. Sur cette action, les deux commettent une erreur de débutant. Ils sont aspirés par le même point de fixation. 2 joueurs sur un seul adversaire, mais sans agressivité réelle. Cela laisse un espace béant dans le demi-espace. Kevin n'a plus qu'à s'y engouffrer pour armer sa frappe. Et où Emmanuel Ugarte? Il est totalement désorienté dans son placement. Beaucoup critiquent Ugarte. Moi, je souris, car je revois un peu de moi-même quand je jouais. Parfois, on a la détermination, mais la prise de décision ne suit pas. C'est plus triste que coupable. Faisons le bilan. Quelle est l'image globale après ces 3 matchs? Michael Carrick a prouvé qu'il était un maître tacticien lorsqu'il aborde le match avec un statut d'OCD. Il sait comment piéger Arsenal et City. Mais aujourd'hui, force est de faire le jeu face à un Fulham plus faible. Les fissures sont apparues. Carrick a besoin d'un meilleur plan B pour manœuvrer face aux équipes qui défendent bas. On ne peut pas vivre éternellement des seules phases de transition. Et parlons de Casemiro. Il joue comme s'il avait retrouvé sa jeunesse. Pourquoi? Parce que le système de Carrick le protège parfaitement. Mais au-delà du fait qu'il partira presque certainement cet été pour des raisons d'âge et de salaire, nous avons une préoccupation plus immédiate. Si Casemiro se blesse ou suspendu maintenant, qui pourra reproduire un tel impact? C'est un véritable casse-tête pour la direction. Mais il y a aussi un signal extrêmement positif. Je veux que vous regardiez Kobbie Mainoo. 3 victoires consécutives. Mainoo est le tueur du jeu. Son rayonnement actuel sonne involontairement comme un désaveu cinglant pour Ruben Amorim. Vous êtes-vous déjà demandé? Et si Amorim avait été plus souple, s'il avait accepté d'utiliser Mainoo plus tôt?
Peut-être serait-il encore assis sur le banc d'Old Trafford, car Manu n'apporte pas seulement du talent, il apporte ce qui manquait le plus à Amorim, l'équilibre. Unité à gagner, mais la leçon reste à méditer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo d'analyse. Et n'oubliez pas de liker et de commenter pour partager votre avis. Le débat est ouvert.